Salam alaikum. Alors, aujourd'hui, on va démontrer le théorème de décomposition des noyaux. Alors, la démonstration directe, d'accord, directe, vous l'avez dans votre cours, etc. Alors, aujourd'hui, le but de la séance, c'est une séance qui s'adresse aux étudiants de troisième année. Donc, on cherche, plutôt on va donner une preuve naturelle pour le théorème de décomposition des noyaux, d'accord. Alors, tout d'abord, je profite du temps, j'ai écrit des rappels. Il faut connaître les petites choses qui dérangent au milieu d'un raisonnement sérieux. Vous êtes dans un raisonnement sérieux et puis les petites choses. On a toujours le kerr de f. F est bien sûr un endomorphisme, d'accord? F toujours est un endomorphisme. Alors on a le noyau de kerr de f est toujours inclus dans le kerr de giron f. Il ne faut pas hésiter à le montrer. Car si je prends x appartient à kerr de f, voilà, tu le montres une fois dans ta vie, f de x est égal à 0. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? J'ai g de f de x est égal à 0. Donc, x appartient à kerr de giron f. Une fois pour toutes, kerr de f est inclus dans kerr de giron f. On l'utilise sous silence. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est un projecteur? Alors, soit un projecteur, qu'est-ce que c'est un projecteur? Un projecteur, c'est un endomorphisme idempotent, c'est-à-dire qu'il vérifie ça. Alors là, tu choisis. Soit tu dis quand j'étais petit en S2, d'accord? Quand tu étais en S2, qu'est-ce que nous avions montré 1000 fois, d'accord? En S2, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que E que l'espace E est la somme directe du noyau du projecteur et de son image. D'accord? Et qu'est-ce que c'est l'image d'un projecteur? C'est l'ensemble, c'est l'espace vectoriel des vecteurs qui sont invariants. Et ça, c'est quoi? C'est ça. Et la démonstration c'est scolaire, qu'est-ce qu'on faisait en S2? On écrit x est égal à x moins px plus p de x. La preuve, pour montrer que E est la somme de ça, c'est un jeu d'écriture. On retranche moins p de x, on ajoute p de x. Donc celui-là, il appartient à l'image. Et celui-là, il appartient au noyau. Et en même temps, on a ça. D'accord. Ou bien, deuxième méthode, tu ne mélanges pas. Tu ne mélanges pas. D'accord. Deuxième méthode, vous êtes en S3, donc vous êtes grand. Alors, c'est évident que E égale kerr de P plus kerr de P moins 1. Il est évident que E est égal à kerr de P plus kerr. C'est l'évidence. Pourquoi? Parce que tout simplement, un projecteur, il vérifie ça. C'est-à-dire, un projecteur est racine du polynôme. Un projecteur est de façon évidente est racine du polynôme sin d racine sin. Donc, il est diagonalisable. Donc, E est la somme des sous-espaces propres. Voilà. Alors, si on peut faire joli, au lieu d'écrire P moins l'identité, pour faire joli, d'accord? Le kerr de moins F est égal à kerr de F. Ici, on peut faire joli, faire comme ça. Ça va faire identité moins P. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le projecteur. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est le projecteur associé. Projecteur associé. La somme, ça fait combien? Ça fait l'identité, ça fait E. Pour faire joli. Donc, kerr de alpha F est égal à kerr de f. Les petites lacunes de l'enfance. Kerr de alpha f égale kerr de f. Si alpha est différent de 0. Donc, pour faire joli, on fait comme ça. Le sous-espace propre, relatif à 1, on fait comme ça. Donc, il y a deux méthodes, le S2 ou bien le S3. Donc, il faut avoir présent à l'esprit, chaque fois que vous avez un projecteur, vous avez la décomposition E égale à kerr de P plus kerr de l'identité moins P. Voilà, pour faire joli. Sinon, tu la laisses, c'est pas grave. Donc, il faut retenir cette formule. Alors maintenant, chaque fois qu'on fixe un endomorphisme petit f, l'évaluation en f est un morphisme de K-algèbre. Il ne faut pas avoir peur de K-algèbre, d'accord? Que veut dire K-algèbre? C'est-à-dire P fois Q de f est égal à P de f rond Q de f.
Voilà ce que veut dire morphisme de K-algèbre. Morphisme de K-algèbre veut dire P fois Q de F est égal à P de F rend Q de F. D'accord? Et il est linéaire, bien sûr. Voilà. Donc vous avez un morphisme de K-algèbre. C'est-à-dire qu'il respecte toutes les lois. Alors, ça est une K-algèbre qui est commutative des polynômes. Donc son image est une sous-algèbre commutative de l'arrivée. Et c'est quoi par définition? C'est ça. Donc il faut connaître K de F. K de F est la sous-algèbre commutative engendrée, voilà, la forme des éléments de la forme P de F. Et qu'est-ce que c'est? P est un polynôme. C'est l'image, P de F. K de F, c'est les polynômes en F. Est une sous-algèbre commutative. Que veut dire commutative? Commutative veut dire ça. Et tu l'écris 10 fois. C'est une punition. Punition, tu l'écris 10 fois. Il ne faut pas se contenter à dire il est commutatif et dormir. Non, tu te secoues. Commutatif veut dire deux polynômes d'un même endomorphisme commute. Tu la répètes. Deux polynômes d'un même endomorphisme commute. Donc ce sont des petites choses qui dérangent au milieu d'un raisonnement sérieux. Quand on fait un raisonnement, ça dérange. Donc il faut retenir l'inclusion triviale. On a une inclusion triviale. Il faut retenir qu'un projecteur, pour un projecteur P, l'espace E est la somme de son noyau et de son projecteur associé. Voilà. La troisième chose, l'évaluation est un morphisme de K-algèbre. Et surtout, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise la relation P fois Q de F, c'est P de F fois Q de F. Enfin, K de F est une sous-algèbre commutative. C'est-à-dire ce que j'ai dit ici. Voilà. Alors, exercice. Et ça, c'est le but de la séance, d'accord? Qu'est-ce que c'est le but de la séance, d'accord? On a passé 34 ans à démontrer le théorème de décomposition de noyau. Par récurrence, si M égale à 2, c'est vrai, si elle est vraie pour M, elle est vraie pour M plus 1. Et tu fermes les yeux. Et ça se trouve dans le cours et dans etc. Voilà. Donc cette séance est destinée aux étudiants de 3e année, d'accord? Le but de cette séance est de donner une preuve naturelle. On s'en fout des petits détails, d'accord? Mais de comprendre l'idée, d'accord? Donc il s'agit de la nouvelle preuve de théorème de décomposition. C'est une preuve naturelle, d'accord? Alors, on va montrer ça. C'est un exercice. Qu'est-ce qu'il dit l'exercice? Chaque fois que je prends deux endomorphismes de K de F, voilà, qui vérifient ça, ils sont orthogonaux. Alors, on suppose qu'il existe deux endomorphismes de K de F, attention, qui vérifient l'identité de Bézout. L'identité de Bézout. Notez le phénomène. Je suis ici chez les polynômes. Deux polynômes sont premiers si seulement s'ils vérifient l'identité de Bézout. Qu'est-ce qu'on fait? On transporte l'identité des Bézout ici. Alors qu'il vérifie ça. Alors, question, montrer que E égale à la somme directe de kerr de P1 et kerr de P2. Voilà. Alors, on va montrer ça. Exercice très facile, regardez. Alors, on pose Pi1. Alors, qu'est-ce que c'est l'hypothèse? Voilà. Qui vérifie ça. Alors, on va poser Pi1 égale à ça. Donc, avant de commencer l'exercice, il faut le lire. Et Pi2 égale à ça. Alors, on pose Pi1 est égal à P1U et Pi2 égale à P2 en V. Voilà. Donc, je ne fais rien. Ça, c'est l'énoncé. Cet énoncé, il est encombrant. L'identité de Bézout, elle est encombrante. U, V, P2, là. J'écris proprement l'exercice. Ça, c'est un exercice. Je répète l'exercice, on l'écrit proprement. J'écris Pi1 est égal à ça et Pi2 égal à ça. Alors, cette relation qui est là, regardez cette relation qui est là, avec l'hypothèse, comment il s'écrit? Il s'écrit Pi1 plus Pi2 égale l'identité de E, et Pi1 rond Pi2 est égal à l'endomorphisme nul. Ce qui est là, je vais l'appeler 1. Alors la relation 1 est équivalente à ça. Alors 1 donne ça. Ici, j'ai rien fait. Ici, tu peux les vérifier. En effet, Pi1 rond Pi2, c'est P1 rond U, rond P2
rond V. Mais qu'est-ce que c'est KF? KF est une sous-algèbre commutatif. Donc je peux permuter tout le monde. C'est P1 rond P2, rond U, rond V. Et d'après l'hypothèse, j'ai un exercice. Et avant de rentrer dans l'exercice, il faut retenir les hypothèses. Il ne faut pas avoir honte. D'accord? Tu t'arrêtes et tu retiens l'hypothèse. Car si tu ne retiens pas l'hypothèse, tu oublies ce que tu cherches. Et moi-même, ça m'arrive parfois. J'oublie ce que je cherche. Donc, il ne faut pas avoir honte. Je retiens l'hypothèse. P1 rond P2 égale à 0. Donc, le tout, ça donne quoi? Ça donne 0. Donc, en résumé, ça et j'ai ça. J'ai réécrit mon hypothèse. Mais que veut dire ça? D'après le S2. D'après le S2, il y a deux manières pour écrire un projecteur. Soit tu dis P est un projecteur, c'est seulement si P au carré égale à P au carré égale à P, ou bien tu l'écris comme ça. Tu l'écris en fonction de son projecteur associé. Regardez. À partir de là, qu'est-ce que tu déduis? Tu déduis, tu remplaces ici P rend l'identité moins P1 est égal à 0. J'ai remplacé Pi2 par sa valeur. Et ça équivaut à quoi? À Pi1 est égal à Pi1 au carré. Surprise, on s'amuse. C'est les deux manières pour écrire la division d'un projecteur. Soit tu crées P est un projecteur P au carré égale à P, ou il y a une autre manière, tu l'écris en fonction de son projecteur associé. Conséquence, Pi1 est un projecteur. Comme Pi1 et Pi2 jouent un rôle symétrique, Pi2 également est un projecteur. Donc Pi1 est un projecteur et Pi2 est un projecteur. Donc j'ai utilisé la deuxième manière pour écrire la division d'un projecteur. Je l'écris en fonction de son projecteur associé. Conclusion, Pi1 et Pi2 sont deux projecteurs. Alors comme ils sont deux projecteurs, qu'est-ce que j'ai d'après le S2? Qu'est-ce que j'ai d'après le S2? D'après le S2, Pi1 est un projecteur. D'après le S2, qu'est-ce que j'ai? J'ai E égale à quart de Pi1 plus le noyau du projecteur associé. Regardez, je récite. Et ça, c'est égal à quoi? Ça, c'est quart de Pi1 plus quart de Pi2, somme directe. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Tu t'arrêtes, tu te reposes quelques secondes, bien sûr, et tu regardes l'exercice. Alors, quand tu regardes l'exercice, tu regardes ça. Donc, il est naturel de montrer quoi? Regardez, il est naturel de montrer quoi? Il est naturel de montrer que quart de Pi1 est égal à quart de P1. Donc, tu écris, il est naturel, d'après la question, il est naturel, d'après la question, de montrer que quart de Pi1 est égal à quart de P1. Mais qu'est-ce que c'est Pi1? Pi1, c'est ça. Or, Pi1, c'est P1 rond U. Mais j'ai dit qu'il faut retenir les petites choses qui dérangent au milieu d'un raisonnement sérieux. Donc, une inclusion est toujours vérifiée. Donc, on a toujours quart de P1 est inclus dans le quart de Pi1. Il y a trop de pi. Le quart de P1 est inclus dans le quart de Pi1. Alors, on va montrer l'implication réciproque. Soit X appartenant au quart de Pi1. Voilà. Et qu'est-ce que c'est Pi1? Regardez, Pi1.
la somme pi1 plus pi2. Donc je l'ai effacé. Qu'est-ce que j'ai? Donc je vais l'écrire ici. Qu'est-ce que j'ai? D'après nos notations, pi1 plus pi2 égale l'identité. Pi1 plus pi2 égale l'identité. Donc pi1 il vaut combien? Pi1 il vaut l'identité moins pi2. Donc x appartient à ker de pi1, mais pi1 est égal à ker de l'identité moins pi2. Le début de la solution, j'ai utilisé ça. Donc j'ai rien fait, j'ai remplacé. Donc x il appartient à quoi? Il appartient à celui-là. Que veut dire x il appartient à celui-là? X appartient à ker de celui-là. Veut dire que x est un vecteur invariant. Donc pi2 de x, donc x est égal à pi2 de x. Alors maintenant je calcule, je n'oublie pas ce que je cherche. Je veux montrer que x appartient à ker de P1. Alors qu'est-ce que je fais? J'évalue P1 de x. Alors qu'est-ce que c'est P1 de x? Je l'évalue. Voilà. Elle est là. X il est là, je remplace. Donc c'est P1 de pi2 de x. Mais il ne faut pas oublier qu'est-ce que c'est pi2. Pi2 c'est P2 rond V. Donc c'est égal à P1 rond P2 rond V de x. Et c'est terminé. Mais d'après l'hypothèse de l'exercice, P1 rond P2 égale à 0. Donc le tout, ça fait combien? 0. Ce qui montre l'égalité. Et comme Pi1 et Pi2 jouent un rôle symétrique, on a la même chose pour l'autre. On a la même chose, ker de Pi2 égale à P2. La démonstration scolaire niveau de S2, dans le S2, quand on apprend à l'étudiant la somme directe, exemple fondamental, c'est du projecteur. Il ajoute et il retranche. Donc il faut l'accepter. Nous, on a passé des années à démontrer, etc. Il faut l'accepter, il faut être modeste, d'accord? La démonstration, il est naturelle, d'accord? Il provient du fait que quand vous avez deux polynômes premiers, alors que se passe-t-il? Ils jouent le rôle de projecteur. Ce sont des projecteurs. Et la démonstration vient du S2, d'accord? Il faut l'accepter, d'accord? Alors maintenant, on va arriver à notre but. C'est le théorème suivant, c'est le théorème de décomposition des noyaux. Le théorème de décomposition des noyaux, il a deux versions. Voici la première version, il est pratique. Donc je me donne une famille de polynômes. Qui sont premiers entre 2Z. Là, c'est le S1, polynôme. Qu'est-ce que c'est deux polynômes qui sont premiers? D'accord? Qu'est-ce que c'est deux polynômes qui sont premiers? Alors, deux polynômes sont premiers, c'est les seuls diviseurs communs, si les seuls diviseurs communs de ces deux polynômes sont les polynômes constants. C'est la généralisation naturelle de deux nombres premiers. Voilà. Deux nombres premiers, c'est 1. D'accord. Même phénomène. Pourquoi? Car un polynôme P est toujours divisible par les polynômes constants. Donc, qu'est-ce que c'est deux polynômes premiers? Mais il faut lire PI qui sont premiers entre 2Z2. Que veut dire 2Z2? D'accord? Cela signifie si I est différent de J, regardez, ça c'est le S1, c'est hors sujet, d'accord? C'est pas le terme de décomposition de noyau. Voilà. Et pour montrer que deux polynômes sont premiers, ça c'est le S1. On l'a fait il y a un mois et demi. Il y a un mois et demi, ça, comment? Ça dépend de la situation. Est-ce que tu es dans une situation théorique, est-ce que tu es dans une situation pratique? Il y a 4 méthodes, l'algorithme d'Euclide, etc. C'est hors sujet, d'accord? Ça, c'est un sous-programme. À la maison, tu règles tes problèmes avec deux polynômes premiers. Mais regardez l'hypothèse, ils sont premiers entre 2 et 2, pas dans leur ensemble. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il vérifie ces polynômes? Donc ici, je fixe un endomorphisme F. Il vérifie une hypothèse qui est artificielle, d'accord, mais qui est pratique, qui vérifie P1 fois P2
fois Pm de F et l'endomorphisme nul. Donc, on va faire des exercices, d'accord, pour comprendre ça mieux, d'accord. C'est-à-dire, la méthode, on commence toujours par chercher un polynôme annulateur, d'accord. Voilà. Donc, ça, c'est un polynôme. Voilà. Celui-là est un polynôme annulateur. Et quand on choisit dans la pratique, on choisit très souvent polynôme caractéristique et minimal. Voilà, ça, c'est le TD. Ne mélange pas le cours avec le TD. Et le cours, tu ne veux pas le commencer 100%. Il faut être un petit peu patient, d'accord. Qui vérifie ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la décomposition. E, c'est tiers de P1 de F, plus tiers de P2 de F, plus somme directe, tiers de Pm de F. Donc, ici, P, des polynômes. Voilà. C'est-à-dire quoi? Logarithme. Comment on retient cette formule? On ne dit pas E égale tiers de P1 de F plus tiers de P2 de ça. C'est ridicule. Tu dis que ça est égal à 0. Donc, le quart de ça est égal au quart de 0. Qu'est-ce que c'est le quart de 0? C'est le référentiel, c'est E. Et qu'est-ce que c'est le quart de produit? Le lycée. Quand il était petit, logarithme de AB. Logarithme de AB est égal à quoi? C'est égal au logarithme de A plus le logarithme de B. Le quart de P, etc. Car ça, il ne faut pas oublier ça. C'est quoi? C'est P1 de F composé avec P2 de F composé avec PM de F. Le quart du composé, c'est quoi? C'est logarithme. On dit formule logarithme. Donc, c'est une formule logarithmique. Donc, le quart de ça, ça. Alors, on va montrer ça par récurrence. Alors, maintenant, on arrive à notre but, d'accord? Preuve. Montrons le théorème par récurrence. Par récurrence sur M. Pour M égale à 2, qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut écrire ce que vous voulez montrer, que E est égal à quart de P1 de F plus quart de P2 de F. Et qu'est-ce que c'est mon hypothèse? Mon hypothèse, c'est si je pose P c'est P1 fois P2. Et mon hypothèse, c'est quoi? C'est P de F remarquez, c'est la cuisine, c'est l'organisation. Il y a ni réfléchi, intelligent, il n'y a pas d'intelligent. Tu écris ton hypothèse. Pour écrire ton hypothèse, tu as besoin d'être intelligent. J'écris P égale P1 fois P2, et j'écris l'hypothèse que P1 est premier avec P2. Donc, pour écrire l'hypothèse, tu n'as pas besoin d'être intelligent. J'écris mon hypothèse. Et ça, il vaut combien? Il vaut 0. Et j'ai introduit des notations au grand P, je ne sais pas pourquoi. Donc, P égale P1 fois P2. Par hypothèse, les deux polynômes sont premiers. Et j'ai la condition, le polynôme P est un polynôme annulateur de F. C'est-à-dire, j'ai ça. Voilà. Et qu'est-ce que je veux montrer? Je veux montrer ça. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? À quoi ça sert l'évaluation en F? Je l'ai dit plusieurs fois. À quoi ça sert l'évaluation en F? Ça sert à quoi? L'évaluation en F, ça sert pour transporter les propriétés arithmétiques des polynômes aux endomorphismes. Ici, qu'est-ce que j'ai? Division euclidienne, division... Surtout, j'ai le théorème des Bézout. Qu'est-ce que c'est le théorème des Bézout? Deux polynômes sont premiers s'il existe UV tel que, etc. est égal à 1. Alors, par hypothèse, j'ai P1, P2 de X, ils sont premiers. Donc, d'après le théorème des Bézout, qu'est-ce que j'ai? Il existe un couple de polynômes
qui vérifie la relation est égale à 1. Qui ne connaît pas le théorème des Bézout? Qui ne connaît pas? Le S1. Donc c'est égal à ça. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais transporter Bézout chez les endomorphismes via l'évaluation en F. Je vais transporter, tu transportes, le théorème de Bézout chez les endomorphismes via l'évaluation en F. Donc je vais évaluer la relation étoile en F. Donc évaluons la relation étoile en F. Évaluons la relation étoile en F. En F, qu'est-ce que j'obtiens? D'accord? Tu regardes ici. Quand tu évalues 1, par définition d'évaluation, l'image de 1, c'est l'identité. Donc ici, tu as l'identité. Ici, tu utilises que l'évaluation est un morphisme de K-algèbre. Et surtout, il ne faut pas avoir du mot K-algèbre. C'est-à-dire, il s'agit d'une application qui respecte toutes les lois. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Donc, je recopie, je remplace grand X par petit f. Donc, ça donne quoi? Morphisme de K-algèbre. Maintenant, si vous regardez l'exercice, d'accord, que j'ai effacé malheureusement, l'exercice 1, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est P1 rang U plus P2 rang V égale l'identité. Et si P1 composé avec P2 égale à 0, qu'est-ce que j'ai, l'exercice 1? Qu'est-ce que j'ai d'après l'exercice 1? J'ai l'espace E qui est égal à ker de P1 plus ker de P2. Notez la démonstration naturelle. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle une preuve naturelle. Et la preuve que je vous ai donnée dans le cours, dans les fascicules, etc., que Dieu me pardonne, d'accord? Ça s'appelle une preuve artificielle, mais il soulage. C'est comme si je te dis calcul intégral, tu me dis est égal à 0. Comme une machine est égal à 0. Mais est-ce que tu as compris? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres preuves naturelles? Cela ne veut pas dire que je méprise les calculs. Non. Chaque fois que je suis dans une situation, il faut que je choisisse. Je commence par artificiel, d'accord? Et après je réfléchis. D'accord? Comme ça, j'aime l'algèbre et j'évolue, etc. Je ne vais pas passer toute ma vie comme ça. Et cela ne veut pas dire que je méprise les calculs. En électronique, vous avez une matrice d'ordre 10. D'accord? Donc, il faut au moins me comprendre. D'accord? On oublie carrément les maths, mais on se comprend quand même. Alors, où j'étais? J'ai oublié où j'étais. Ah, j'étais ici. J'étais ici, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est P1? D'après cet exercice, je fais le choix naturel, je choisis P1 égale P1 de F, petit u est égal à grand UF, petit P2 égale à P2 de F, et V, ça c'est U, et V c'est grand V de F. Et d'après cet exercice, qu'est-ce que j'ai? J'ai E est égal à ker de P1 de F plus ker de P2 de F. Regardez. Maintenant, il faut m'écouter maintenant. Le théorème de décomposition des noyaux est équivalent. Est-ce que tu comprends en français ce que veut dire équivalent? Est équivalent à M égale à D. Équivalent. Est-ce que tu comprends ce que veut dire équivalent? Deux choses équivalentes. Ça implique ça et ça implique ça. Pour M1. Si tu demandes pour M2, c'est terminé. Maintenant, l'hypothèse de récurrence, c'est la comédie. On va la faire tout de suite. On va un petit peu perdre le temps, d'accord? Supposons que la propriété est vraie au rang M, donc c'est de la comédie. Supposons que la propriété est vraie au rang M, donc il faut rédiger. Et qu'est-ce qu'on veut montrer?
on va montrer que la propriété est vraie au rang m plus 1. Donc, dans le raisonnement par récurrence, je dois me donner une famille de polynômes qui sont premiers 2z2, qui sont premiers 2z2, et qui vérifient la condition P1 fois P2 fois PM fois Pm plus 1 de F égale à 0. Méthode classique dans la récurrence, toujours la même chose. Qu'est-ce que tu fais? C'est le raisonnement, tu poses ça égale à ça. Pour se ramener à l'hypothèse de récurrence. Donc si tu poses P égale à P1 fois P2 fois Pm, tu remarques tout d'abord, d'après l'hypothèse, ils sont premiers 2Z2. Que veut dire 2Z2? Ils différencient P1. En particulier, qu'est-ce que tu as? Tu as P1 est premier avec Pm plus 1. Jusqu'à Pm est premier avec Pm plus 1. J'ai appliqué, ils sont premiers 2Z2. Donc, le produit qui est égal à ça, c'est la propriété des polynômes premiers de S1. Si celui-là est premier avec celui-là, si celui-là est premier avec celui-là, le même, celui-là est premier avec celui-là, celui-là est premier avec celui-là, le produit, il est premier avec celui-là. Donc, je profite, c'est égal à ça. Donc, je me ramène au K2. Pourquoi j'ai dit c'est équivalent 2? Alors, maintenant, j'applique le K2. Appliquons le K2. Appliquons le K2. Appliquons le K2. Donc, nous sommes dans les conditions du K2. Qu'est-ce que j'ai? Regardez, j'ai P fois Pm plus 1 de F est égal à 0. Et j'ai P et Pm plus 1, ils sont premiers. D'après le K2, qu'est-ce que j'ai? J'ai le référentiel E qui est égal à ker de Pf plus ker. Et qu'est-ce que je fais? J'applique l'hypothèse de récurrence à celui-là. J'applique l'hypothèse de récurrence à celui-là. Voilà. Il y a des petites choses comme ça. Donc, ce qu'il faut retenir, tu n'es pas obligé de savoir le démontrer. Tu n'es pas obligé de savoir démontrer. Il faut connaître le résultat. D'accord? Alors maintenant, je vais donner une autre version de théorème de décomposition des noyaux. Donc, je vais donner une version équivalente. Donc, c'est la version équivalente. C'est le théorème 2. Je considère une famille donc c'est les mêmes hypothèses, une famille de polynômes, donc c'est la deuxième version, une famille de polynômes qui sont premiers entre 2 et 2. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la belle formule de logarithme. Logarithme de A fois B, c'est quoi? C'est le logarithme de A plus le logarithme de B. Alors, le ker, alors, le ker de P1 fois P2 fois Pm de F, c'est égal à quoi? C'est le logarithme. C'est quoi? C'est ker de P1 de F, ker de P2 de F, ker de Pm de F. Bien sûr, le jour de l'oral, tu ne vas pas lui dire le logarithme. D'accord? Donc, c'est des choses personnelles. Comment coder une formule? Je peux la coder, ker de P1 fois de P2 est égal à ker de P1 plus ker de P2, etc. D'accord? Donc, je peux la coder comme ça. Donc, c'est le logarithme. Regarde. Alors, il est évident que 2 implique 1. 2 implique 1, c'est un exemple de l'évidence. Qu'est-ce que c'est l'évidence? Définition d'évidence. L'évidence, c'est 2 implique 1. Si tu connais 2,
Tu as 1. Pourquoi? Parce que ça, c'est égal à 0. Si ça est égal à 0, le quart de 0, c'est E. Donc 2 implique 1, c'est évident. Et 1 implique 2, c'est aussi évident pour quelqu'un qui n'a pas des lacunes des notations. Donc à la maison, tu me dis pourquoi 1 implique 2, à condition que tu n'as pas des lacunes au niveau des notations. Il ne faut pas le montrer. Voilà. Alors, je vais faire tout d'abord des remarques sur celui-là. Alors, des remarques sur 2. Alors, la remarque sur 2 ici, on oublie très souvent qu'on a montré du coup que ces PI sont des polynômes premiers entre 2 à 2. Alors, cette somme, regardez, elle est directe. Remarque. Si PI est une famille de polynômes, qui sont premiers entre 2 à 2, qu'est-ce que j'ai d'après le théorème de décomposition des noyaux? En particulier, cette somme est directe. Ça, on l'oublie. Je ne sais pas pourquoi. Alors, la somme est directe. Voilà. Et comme application, c'est quoi? Tu dis soit lambda I, exemple. Soit lambda I, d'accord? Une famille de valeurs propres d'un endomorphisme. Une famille de valeurs propres de F qui sont distinctes 2 à 2. Qui sont distinctes 2 à 2. Deux à 2. Voilà. Alors, la somme des sous-espaces propres est directe. Si vous vous rappelez, il y a 2 mois, on a montré que la somme des sous-espaces propres est toujours directe. Mais on a fait des calculs, etc. Alors ici, en un seul mot, qu'est-ce que tu fais? Tu choisis PI de X, c'est quoi? C'est X moins lambda I. Qu'est-ce que c'est quart de PI de F? C'est quart de F, c'est quart de F moins lambda I, de l'identité. C'est tout simplement le sous-espace propre de F relatif à la valeur propre lambda I. Tu choisis PI de X est égal à ça. Les conditions d'application du théorème des noyaux est vérifiée, car pour I différent de J, PI de X est premier avec PJ de X. Regardez ce que veut dire premier entre 2Z. Regardez. Pour I différent de J, ce qui est évident. Regardez. Ce qui est évident. Donc, d'après le théorème, d'accord, qu'est-ce que j'ai? La somme est directe. Cette somme est directe. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai en une seconde la somme des sous-espaces propres et directe. Donc, notez la puissance du théorème de décomposition des noyaux. Donc, la somme est directe. C'est-à-dire, je choisis des valeurs propres qui sont 2 à 2 distinctes. D'après le théorème de décomposition des noyaux, il est évident que la somme est directe. D'accord? Alors maintenant, pour terminer, c'est quoi? On pose la question. Quel est le seul moyen pour comprendre que vous avez compris ce que j'ai fait au tableau? Il y a une seule manière. C'est de me montrer si M et N sont deux entiers premiers entre eux, je m'adresse au S5, au LE, aux étudiants de LE, de S5. Voilà. C'est-à-dire à M. Chakib. Monsieur Chakib, pour comprendre vraiment que tu as compris ça, est-ce que j'ai compris ce que veut dire une preuve naturelle?
Une preuve naturelle, quand tu te places dans Z, si M et N est premier, en utilisant le théorème de décomposition des noyaux, montrer le lemme de chinois. Qui ne connaît pas le lemme des Chinois, le théorème des Chinois, d'accord? Z sur Mn de Z est isomorphe au produit de groupe Mn quand Mn est premier. Alors, en utilisant le théorème de décomposition des noyaux, tu vis ça. Alors là, félicitations. Si tu n'arrives pas, on termine dans les calculs. L'intégrale est nulle, l'intégrale est nulle. Voilà, je vous remercie. On va faire des exercices dans l'autre séance.